Il y a mille manières de faire. C'est juste, en gros, intégrer vraiment cette urgence climatique sociale au cœur, et de biodiversité, au cœur de notre rapport au monde. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Aujourd'hui, je vous emmène boire un café avec Camille Etienne. Nous assistions toutes les deux à l'événement Les Étoiles du Sport qui se déroulait à Tignes il y a quelques semaines. C'est à cette occasion que j'ai pu échanger avec Camille et lui poser quelques questions que vous m'aviez soufflées. Alors, si vous aussi, vous souhaitez participer aux prochains épisodes de ce nouveau format Un café avec, 3 petits points, je vous invite à me suivre sur Instagram, @basilicpodcast, afin de me partager les questions que vous aimeriez poser à mes invités. Dans cet épisode, Camille nous parle d'engagement, d'art et de ses combats pour l'année 2023. J'espère que ce café avec Camille Etienne vous plaira. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Camille. Salut. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Très bien, je suis contente de te retrouver ici, à Tignes. Alors, en ce moment, au moment où on enregistre ce podcast, se déroule la COP15 consacrée à la biodiversité à Montréal. Il y a eu, je trouve, finalement assez peu de médiatisation autour de ce sujet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Évidemment, au moment où sortira le podcast, la COP aura déjà eu lieu, mais justement, c'est intéressant d'avoir ton éclairage. Disons que c'est des espaces qui sont absolument nécessaires, bien que non suffisants. C'est-à-dire que sans ces endroits-là, on pourrait s'attendre à ce que ce soit bien pire. Et pour autant, j'ai pas de grandes attentes. Après, nous, on espère quand même sur les fonds marins. Donc, on a travaillé beaucoup sur les fonds marins. Et là, on essaye que ce soit un sujet, notamment pour avoir les Néerlandais, les Pays-Bas et le Canada, pour qu'ils rejoignent le moratoire. Et on sait que la délégation avec Emmanuel Macron va potentiellement voir Trudeau en ce sens. Donc, bref, on fait plutôt du lobbying sur ce côté-là pour obtenir quelques victoires, parce que même si on n'obtient pas des grandes annonces globales, c'est quand même un endroit où les pays viennent tout en sachant qu'il y a les caméras du monde braquées sur elles et que du coup, ou sur eux, et que du coup, ils savent aussi que c'est le moment s'ils ont envie de faire des grandes annonces biodiversité. Tout en sachant quand même que sur la biodiversité, c'est souvent presque plus du bullshit que sur le climat et les fameux 30-30, tout ça, il faut faire attention avec l'idée de préservation. C'est aussi un côté qui peut être néocolonial, donc ça dépend comment on le fait. Donc il faut être très vigilant avec les grandes annonces qui vont avoir lieu, mais j'espère qu'il y en aura quand même. On peut l'espérer. Justement, tu parles du deep sea mining. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Parce que finalement, alors on ne va pas crier victoire, mais il y a eu de belles avancées grâce à l'activisme et au militantisme. Ouais, en gros, simplement, il y a fait 1 an et demi que des biologistes m'ont écrit pour me dire qu'il y avait en gros, le principal puits de carbone, c'est les océans, qui renferment en eux tout le carbone qu'on stocke, une grande partie du carbone qu'on stocke, et qu'en fait, il y avait un projet d'aller d'ici juin, donc c'est-à-dire le juin qui arrive là, exploiter, donc avec des grandes machines, racler les fonds marins, perturber tout un écosystème qui est extrêmement fragile parce que jamais vraiment dérangé, et qui est là où est née la vie aussi d'ailleurs, et qui en fait pourrait aussi rejeter tout le carbone qui est séquestré dans les sols, et du coup carbone plus, donc C plus O2, ça fait du CO2, donc se retrouver avec beaucoup de CO2 encore dans l'atmosphère alors qu'on a déjà de quoi faire, donc c'est extrêmement dangereux. Et on a essayé de faire en sorte que les pays rejoignent, notamment la France annonce l'interdiction de l'exploitation minière des fonds marins, ce qu'on a réussi à obtenir à la COP. C'est incroyable parce qu'il y a 6 mois, c'était vraiment pas du tout gagné. On était au sommet de l'ONU sur l'océan à Lisbonne, et vraiment, c'était pas du tout à l'ordre du jour d'interdire ça. Et on a sans relâche, grâce à l'aide des gens en fait, qui ont interpellé les bons ministres avec une équipe très précise, des bons biologistes, des experts juridiques. On a eu beaucoup de rencontres avec le gouvernement, ça a travaillé au corps, travaillé ce rapport de force pour être crédible dans nos demandes, et on a pour le coup vraiment, c'est assez rare pour souligner, une très belle victoire qui s'est en plus traduite en actes. C'est-à-dire que c'est vraiment la position officielle de la France maintenant, qu'elle a embarqué avec elle d'autres pays. C'est pas gagné, il nous faut qu'en gros on ait la moitié des pays de l'autorité internationale des fonds marins, donc l'instance qui négocie tout ce bazar. Il faut qu'il y ait au moins la moitié qui bloque les départs des bateaux, pour faire gros, de la prochaine réunion qui a lieu en juin-juillet. Donc on a encore du travail, mais c'était vraiment une très belle victoire. Des pays dont le Canada, les Pays-Bas, etc., qu'il va falloir convaincre. Voilà, l'Espagne, la Belgique.
L'Espagne sur le niveau international, mais pas encore sur leur niveau national. La Belgique qui pourrait shifter. Enfin, là, on a quelques cibles vraiment privilégiées qui font partie de cette grande instance. Et là, si la société civile de là-bas se bouge, on peut obtenir de vraies victoires. Et là, comment vous vous y prenez? T'essayes de contacter des activistes locaux pour qu'ils puissent relayer? Comment tu fais? En fait, en France, c'était une coalition et il y avait des gens très, la Deep Sea Conservation Coalition, même qu'au niveau international, qui était hyper organisée. Et là, en gros, moi, j'essaie de trouver des activistes qui viennent de ces pays-là pour les former. Donc, nous, on a déjà toutes les infos, les bons négociateurs à targeter, les bonnes personnes. On sait quelles sont les positions, parce qu'on a beaucoup de retours en interne. On a des gens qui sont observeurs de cette négociation-là. Donc, on a un niveau de technicité qui est dans l'équipe qui permet d'être assez précis dans nos demandes et du coup d'avoir un vrai impact à court terme sur les décisions. Ce qui est pas toujours le cas, mais ça a pris beaucoup de temps pour construire toutes ces équipes-là. Moi, qui me forment parce que je connaissais rien au sujet de l'océan, bien sûr. Je reste encore celle qui connaît le moins de toute l'équipe, mais non, il y a des gens vraiment assez hallucinants. Et donc, du coup, on cherche des personnes pour leur dire précisément comment agir aussi eux et puis se connecter avec les mouvements climat locaux qui puissent du coup sur place faire naître un mouvement local. Et c'est là où c'est le plus intéressant. C'est quand ça vient de la société civile locale. Tu penses que c'est ce qui a vraiment joué pour la France? Pour la France, c'est dire de moi-même que c'est qu'on a joué, c'est toujours difficile. Mais oui, sans fausse modestie, oui, je sais qu'on a vraiment fait beaucoup parce que j'ai eu le cabinet au téléphone, parce que Macron a répondu à mon tweet, parce que je sais parce que je l'ai vu, je l'ai travaillé pendant un an et demi, mais c'était beaucoup de travail, j'étais loin d'être seule. Et c'est aussi parce que les gens ont soutenu, ont relayé, etc., que ça donnait une crédibilité à ma parole. En fait, je sais très bien que je parlais pas pour moi, mais bien parce qu'ils savaient que derrière, on allait avoir des millions ou des milliers au moins de gens qui allaient en faire de ce sujet une priorité. Donc c'est comme ça qu'on crée un rapport de force aussi. Alors, avant de préparer cette interview, j'ai bien évidemment posé la question aux auditeurs et aux auditrices de Basilic de savoir quelles questions ils aimeraient te poser. Alors, ils aimeraient bien être dans ta tête. Savoir comment je sais pas si je leur souhaite. Savoir comment tu fais pour notamment ne pas sombrer dans l'éco-anxiété. C'est une question qui est revenue des dizaines de fois. Je sais que là, tu as quand même tu as félicité le mouvement, tu t'es dit que l'activisme fonctionnait et c'est la preuve que ça peut fonctionner. Est-ce que c'est ça qui t'aide? Est-ce que c'est autre chose? En fait, c'est quelque chose avec lequel déjà, je me sens pas éco-anxieuse. Je suis pas sûre d'être très d'accord avec ce terme. Je pense qu'on ça mériterait beaucoup plus qu'on en parlerait plus longuement. Je pense qu'il faut faire attention à ça. Je suis très anxieuse dans la vie de général parce qu'on vit dans un drôle de monde. Mais c'est une sensibilité au monde qui en fait est une grande force aussi. Parce que ça me permet de m'indigner pour des choses qui me paraissent injustes. Donc certes, ça tord le ventre, mais de ça, j'en fais des actions concrètes. Alors il y a des jours où, et c'est d'ailleurs plus difficile quand on vient là de gagner 2 grosses victoires, ça et le traité de la charte de l'énergie, qui étaient des sujets sur lesquels je travaillais depuis un an chacun, et donc du coup après il y a un peu un baby boom de se dire c'est incroyable et en même temps se dire mais waouh, on regarde la montagne et on se dit mais là on a fait 3 pas quoi. Donc il faut qu'on continue sans relâche toujours, mais c'est l'action, je dirais, c'est le meilleur des antidotes, s'entourer, le fait de pas être seul, parce que du coup dès qu'il y en a un ou une qui est un peu plus en down, il y a quelqu'un qui va remotiver. Je dirais ce que je fais pas, mais je vais le dire quand même parce qu'il faut que je le fasse beaucoup plus. Mais le sport, c'est bête, mais le sport et aller dehors, ça aide de manière extrêmement directe et rapide pour libérer les anxiétés. Donc moi je sais que souvent je vais en rando quand ça va vraiment pas, je pars en rando en tente et en 2 jours c'est bon quoi, ça va quand même vraiment beaucoup mieux. C'est réglé. Ouais. Tu as aussi une sensibilité artistique. Alors, je parle sans avoir vu ton docu, mais je sais que tu as bossé dessus pendant longtemps. Est-ce que là aussi, c'est un moyen de trouver le bon équilibre finalement, de parler des messages dont tu parles au quotidien un peu d'une manière différente? En fait, c'est vrai que ça peut paraître être un caprice de faire de l'art vu le temps que ça prend. On est sur à chaque fois à peu près 1 an de production et c'est déjà court. On a en gros un documentaire qu'on a fait qui va sortir bientôt. Et en fait, on est parti en Islande en voilier pendant 2 semaines sur un tout petit balai avec des scientifiques. Et on a passé 1 mois avec les glaciologues là-bas. C'était assez dingue. Donc il y a ça qui est un documentaire et l'idée c'est de vulgariser, de donner accès à l'information à des gens qui ne sont pas encore sensibilisés. Et comment est-ce qu'on va les toucher? C'est pas toujours qu'avec des informations rationnelles, c'est aussi se dire dans cette infobésité dans laquelle on vit, comment est-ce qu'on arrive à toucher
par la sensibilité, par le cœur, par le corps. Donc ça, c'est d'abord même stratégique. Et après, on fait aussi des courts-métrages plus artistiques où là, on a amené un glacier, justement un orchestre au creux d'un glacier, au pied d'un glacier à côté de chez moi, pour sensibiliser avec du coup la fiction aussi, la danse et la musique. Et ça, c'est parce que moi, c'est vital en fait. C'est vraiment juste c'est les moments où quand j'aurais dû répondre ça aussi comment je fais pour faire face à mon éco-anxiété, c'est l'art. Je pense que ça sauve tout. Enfin moi en tout cas ça sauve tout. Donc c'est aussi pour avoir envie de continuer à me battre et parce que je trouve ça très juste de le faire en fait. Où est-ce qu'on peut visionner ces docus ? Le documentaire sera sur TV5 Monde, la plateforme de visionnage. On va faire quelques avant-premières aussi. Et sinon, le court-métrage sera disponible partout sur YouTube. C'est le principe, on veut que ce soit accessible le plus grand nombre. Et donc, du coup, on les donne sur YouTube, sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Avant l'orage. Donc voilà, on va essayer de le mettre autour de Noël. Ok, parfait. Donc, je pourrais les lister dans la barre de description de l'épisode. Beaucoup de questions sont revenues aussi sur le fait de s'engager. Est-ce qu'il n'est pas vain de s'engager ? Alors, je pense que tu y as déjà un petit peu répondu. Et aussi beaucoup de questions sur comment faire pour s'engager. Est-ce qu'il n'est pas vain de s'engager ? Je comprends pas cette question, pour être honnête, dans le sens où... tant enfin, ça dépend de vous. C'est-à-dire que si... non, c'est-à-dire que... Je vois pas... Si tu pars en te disant que c'est foutu, c'est compliqué. Oui, mais en fait... Non, mais je pense que c'est vraiment important de dire que c'est pas une question logique. Parce qu'en fait, c'est des excuses de dire ça sert à rien parce que c'est parce que dans ce cas ça veut dire que nous on sert à rien, donc c'est une vision très très triste de soi-même d'imaginer qu'on est incapable de à peu près rien faire. Moi je vois ça pas comme une baguette magique qui va sortir en nous disant en 2050 vous avez sauvé le monde ou non, désolé tout le monde meurt. On se battra même si c'est pour une espèce. Moi si c'est pour une espèce des fonds marins je le referai encore 15 fois et on se bat pour la vie, c'est tout, c'est un devoir. Moi je vois vraiment comme un devoir moral presque de se dire mais on est doté de cette vie, on sait pas forcément trop pourquoi, est-ce quel cadeau inestimable, il faut qu'on a ce devoir de la permettre en fait, de la rendre possible. Donc dans tous les cas, c'est non seulement utile, mais c'est absolument nécessaire de le faire. Moi, je trouve. Après, comment s'engager ? On est tous inégaux face au temps qu'on a disponible par rapport à nos privilèges ou pas, par rapport à est-ce qu'on soit économique, culturel, etc. Là où on vit. Donc, comment s'engager ? Je me garderais bien de donner des leçons. Mais ce qui est sûr, c'est plutôt changer notre manière d'être au monde. Donc, moi, je favorise beaucoup l'action collective aussi. Alors, c'est important d'être cohérent avec soi-même, bien sûr, mais même pour notre santé mentale d'abord. Et puis parce que chaque tonne compte de CO2 et d'émissions de gaz à effet de serre, donc c'est important. Mais d'abord, l'action collective, parce que dans le temps qu'on a, c'est là où on voit. Le temps réduit qu'on a, on sait que c'est là où vraiment on peut passer à l'échelle, on peut opérer des bascules. Donc ça peut être de la désobéissance civile, si vous vous y retrouvez pas, ça peut être des choses plus institutionnelles, ça peut être si on est journaliste, de parler de ces sujets-là, si on est sportif, de porter cette parole-là. Enfin voilà, il y a 1000, ou instituteurs, institutrices en parler à ses élèves, il y a 1000 manières de faire. C'est juste, en gros, intégrer vraiment cette urgence climatique sociale au cœur, et de biodiversité, au cœur de notre rapport au monde. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors pour 2023, sur quel front est-ce que tu vas militer ? Sur quoi est-ce qu'on va te retrouver ? Alors tu ne peux pas prédire, j'imagine. Mais oui et non. Alors oui, je réagis à l'actualité de moins en... Enfin, j'ai toujours ce rôle-là, mais je garde de plus en plus du temps pour travailler le sujet de fond et créer une actualité, parce que c'est là où ça peut être utile, c'est-à-dire c'est quand c'est encore un truc pas du tout catchy pour les médias, où il n'y a pas de décision politique, mais quand on l'impose, ce qu'on a fait avec les fonds marins, ce qu'on a fait avec ICOB, la pipeline en Ouganda, donc ça je sais que je vais beaucoup travailler dessus. Je vais beaucoup travailler sur Total Energy, en réalité. C'est à partir de... là, si ça sort en janvier, peut-être qu'il y aura déjà des nouveautés. Et puis... l'océan, ça m'a vraiment bouleversée, donc je pense que je continuerai à me battre pour cette vaste magie. Voilà. Je sais pas encore précisément quoi. Génial. Une autre question qui est revenue, c'est de savoir comment créer des groupes de lobbying pour la planète et non pour une entreprise. Mais finalement, je pense qu'il y a une certaine méconnaissance du terme lobbying. Non, mais c'est vrai, en fait, j'utilise parce que c'est beaucoup utilisé dans le monde anglo-saxon. Et que ça correspond à la polarité d'une partie de mon travail, mais on voit ça vraiment comme des méchants qui payent des dîners en douce à des décideurs. Moi, je déjeune jamais avec les gens avec qui je négocie. Je refuse toujours qu'on se voit à midi ou le soir. On se voit dans des réunions de manière cadrée. Donc voilà, on se bat pour obtenir des rendez-vous par la pression aussi parfois.
par la pression, je veux dire, par exemple en taguant, quand je vous dis taguer telle personne ou le ministre, etc. Souvent derrière, donc ça se traduit pas toujours, mais ça se traduit des fois en rencontre avec leur cabinet, totalement en dehors des médias. Donc en fait, le lobbying, c'est juste représenter un groupe d'intérêts. Donc c'est-à-dire qu'à Bruxelles, il y a énormément de lobbyistes au Parlement européen qui représentent les intérêts privés. Le lobby de la chasse, on parle de lobby de la chasse parce il pèse beaucoup sur les décisions des automobilistes. La pêche. De la pêche, bien sûr. Et donc, en fait, il y a un vrai enjeu, nous, à représenter cette parole-là dans les instances de négociation ou en marge des instances de négociation. Donc, ça veut dire connaître des sujets de fond, s'entourer de personnes qui connaissent parfaitement où en sont les négociations et arriver avec une lecture juridique d'un texte, voilà, c'est ça que ça veut dire, avec des points précis, des demandes, des propositions de la position de la France, et des choses qui, en fait, qu'on ne voit pas, nous, sur Instagram ou sur voilà, c'est tout ce qu'on fait plus dans l'ombre, mais qui est rendu possible parfois par ces actions plus visibles, je dirais. Génial, merci beaucoup Camille. Merci à toi. Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Dans cet épisode, Camille nous parle du Canada. Eh bien, sachez que les fonds marins des océans canadiens ne seront pas minés sans une structure réglementaire rigoureuse. Voilà ce qui a été annoncé récemment par le gouvernement canadien. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à consulter la barre de description de l'épisode ou à suivre Camille Etienne sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Basilic et d'ici là, prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @BasilicPodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.